Saviez-vous qu'on devrait jamais commencer de projet de tricot ou de crochet les vendredis? Ou encore qu'on ne devrait tout simplement pas tricoter les dimanches? C'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui parce que je vous ai préparé une vidéo consacrée aux superstitions, légendes et mythes qui entourent le tricot. À la base, je voulais faire une vidéo qui allait porter exclusivement sur la fameuse sweater curse, donc la malédiction du chandail d'amour, mais en faisant mes recherches, je suis tombée sur plein d'autres superstitions qui avaient leur place, selon moi, dans une vidéo qui allait comme les regrouper. Donc c'est ce qu'on va traverser aujourd'hui. J'en ai réuni quelques-unes pour vous que je vais vous présenter. On va en parler, puis surtout, je veux vous entendre dans les commentaires parce que je suis curieuse de savoir si vous avez expérimenté l'une d'entre elles. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans la vidéo. On commence, évidemment, puisque c'était la Saint-Valentin hier, on commence avec la fameuse malédiction du chandail d'amour. La malédiction du chandail d'amour, c'est une malédiction qui est assez connue par les tricoteuses et les crocheteuses aussi. Elle est connue en fait au point où elle a sa propre page Wikipédia, donc c'est pas peu dire. Et c'est le terme qu'on emploie pour décrire la croyance selon laquelle offrir un chandail tricoté à la main à son ou sa partenaire entraînerait automatiquement une rupture amoureuse dans les prochaines semaines, mois, voire années. Une autre version de la croyance suggère que la relation en fait prendrait fin avant même que le chandail ne soit terminé. Cette croyance est souvent discutée dans les publications sur le tricot. Il y a plusieurs tricoteuses qui racontent en avoir fait l'expérience. Donc, selon un sondage qui a été réalisé en 2005, ce serait 15% des tricoteuses actives, tricoteurs actifs, qui auraient déclaré avoir vécu cette malédiction. Et en fait, quelque chose comme 41% des tricoteuses interviewées à ce moment-là considéreraient que c'est quelque chose qui est à prendre au sérieux. Malgré son nom, donc qui est un peu ésotérique, la malédiction du chandail d'amour est traitée dans la littérature sur le tricot non pas comme un simple mythe ou une superstition qui serait un peu liée au paranormal quasiment, mais vraiment comme un piège qui est réel et en fait qui peut s'expliquer de manière rationnelle. Fait que j'ai été très intéressée de découvrir les arguments qui viennent justifier la possibilité de cette malédiction. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui ont été soulevés pour expliquer l'existence de cette malédiction, puis je vais vous les présenter aujourd'hui. La première hypothèse qui expliquerait la malédiction, en fait, c'est une question tout simplement de temporalité. Donc, le fait que le chandail prenne très, très longtemps à faire vient comme marquer la ligne temporelle du couple et la relation, en fait, va traverser pendant ce temps-là des hauts et des bas, c'est normal, et finir par se terminer de cause naturelle. Alors qu'il y ait un chandail ou pas dans l'équation, la relation se serait terminée. C'est juste que le fait que la personne est en train de tricoter vient le rendre un peu plus notable. Fait que ce qu'on dit, en fait, c'est que les tricoteuses ou les tricoteurs se souviendraient plus activement de ces ruptures-là parce qu'elles étaient en train de fabriquer un chandail à l'être aimé. Ensuite, une autre hypothèse que je trouvais vraiment intéressante, c'est que le fait de tricoter pour quelqu'un serait une manière d'analyser la relation ou de mettre de l'avant certains problèmes qui sont déjà là à la base et qui vont être révélés par l'action de tricoter pour autrui. Le fait de donner un chandail ou de tricoter un chandail pour l'autre personne pourrait conduire le recevant ou la recevante à évaluer la relation. Parce que si moi, je tricote un chandail pour mon copain, par exemple, c'est un engagement qui est très intense, qui peut faire questionner l'autre personne, qui va se dire comme on se calme, on n'est pas à la même place. Ça vient comme mettre ça de l'avant. Fait que je trouvais ça intéressant aussi parce que en fait, offrir un chandail, ça pourrait être quelque chose qui est perçu comme trop intense, trop vite, trop intime ou trop engageant envers l'autre. Donc ça fait comme sentir la personne qui reçoit prisonnière de ce cadeau. Alors que de mon point de vue tricoteuse, je pense que, je sais pas, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais à aucun moment, quand je tricote pour quelqu'un, je le fais dans l'idée de renforcer le lien. Ou, tu sais, je le fais pas pour me faire aimer, je sais pas comment expliquer. Et si je donne un chandail à Alex, je suis tout à fait consciente que ça veut pas dire qu'il a plus le droit de me laisser puis qu'il devient ma possession. De l'autre côté, de cette même hypothèse, et que je trouvais bien intéressant, c'est que la réaction de la personne, donc qui va recevoir le cadeau, peut aussi faire questionner la tricoteuse ou le tricoteur qui offre, parce que si tu donnes un chandail tricoté à ton être aimé, à ton chum, ta blonde, et qu'elle ou il réagit mal à ce cadeau, mais ça peut faire évaluer la relation dans le sens que ça peut faire dire, est-ce que je veux vraiment être avec quelqu'un qui est indifférent complètement au fait que je viens d'investir
temps et argent dans un cadeau pour lui, pour elle, que j'ai pensé, tu sais, que j'ai vraiment comme constitué un chandail pour cette personne-là qui est complètement indifférente. Donc ça ferait aussi réfléchir et conduire à des discussions qui auraient eu lieu de toute façon, mais qui vont révéler certains problèmes qui sont extérieurs finalement à seulement ce cadeau-là. Fait que ça, je trouvais ça très intéressant. Ensuite, une autre hypothèse qu'on a, c'est celle de l'aversion, que je trouvais très intense. J'étais comme, ben voyons, de quoi l'aversion? Un beau chandail tricoté, tout le monde est content d'avoir ça, de quoi tu parles? Et en fait, c'est une hypothèse qui veut que le tricot soit un peu mal vu dans certaines sphères ou chez certaines personnes, qui a une connotation comme domestique. Un peu dépassée, mais je vous en parle quand même. C'est qu'en fait, le tricot, par le passé, et même maintenant, je pense pour certaines personnes, serait vu comme une technique un peu datée, qui crée des vêtements peu intéressants, peu jolis, qui piquent et qui ne sont pas beaux. Il me semble que, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas écouté ou lu ou whatever, mais il me semble que dans Harry Potter, il y a un peu cette connotation-là par la mère de la famille des Roux, là, je sais plus le nom, là. Elle tricote, il me semble, puis elle fait des chandails, puis ils font rire d'eux à l'école, il me semble, avec ces chandails-là qu'ils portent, il me semble, il y a des lettres dessus. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. What are you wearing? Oh, Mum made it. Looks like you got one too. Bref, c'est ça que je trouvais ça très intéressant de rappeler en fait cette connotation que le tricot peut avoir dans l'imaginaire collectif, particulièrement chez des gens qui ne seraient pas familiers avec les manières dont le tricot a évolué, parce que évidemment aujourd'hui on peut faire des chandails qui ont l'air tout droit sortis du magasin, donc il n'y a pas vraiment lieu de penser qu'un chandail tricoté à la main serait pas du tout intéressant pour quelqu'un qui tricote pas. Même que, en fait, j'oserais même dire que moi, de mon expérience, le type de chandail que mes chums aiment, ben là, mon chum, là, j'en ai juste un, mais même si je pense à mes autres chums, c'est vraiment des chandails, justement, qui sont pas classiques, qui sont pas traditionnels. J'ai comme l'impression, puis là, je vais vraiment faire une grossière généralisation, que les gars souvent sont plus attirés par des chandails qui sont très connotés féminins, justement, qui ont plein de couleurs, qui sont plus comme audacieux, tu sais, ils aiment les vieux pulls vintage un peu grand-père. Il y a comme un intérêt pour ce genre de pièces-là qui sont très connotées féminins, justement. Je pense présentement à mon temps des sucres, par exemple, qui est un patron que j'ai fait, qui va sortir le 8 mars prochain, donc dans moins d'un mois. Il y a beaucoup de mes testeuses qui l'ont fait pour leur chum, justement. Puis c'est comme un chandail qui, je pense, qui plaît davantage, qui a une espèce de raglan basic noir, là. Fait que ça, je trouve ça drôle aussi. On dirait que ça a peut-être changé ou que ça dépend, en fait, des tempéraments. Mais ça m'amène à dire que quand on tricote pour quelqu'un, pourquoi ne pas... Et ne pas en parler avec la personne et, bien sûr, choisir avec elle le patron que vous allez tricoter, avec quelle laine, etc. Donc, si la personne participe au processus, peut inclure ses goûts, bien évidemment, on ne peut pas se tromper dans la réalisation du chandail. Qu'on dit, en fait, pour contourner cette malédiction-là, les objets tricotés qu'on offre devraient répondre, en termes d'engagement, devraient suivre l'évolution de la relation. Ce que je veux dire par là, c'est que quand la relation est au début, on va offrir des petits objets, donc des tuques, des chaussettes, des foulards. Même foulard, je le classerais un peu plus loin, tu sais. Fait qu'on va offrir des cadeaux qui représentent un peu les stades de la relation. Comme ça, on s'assure, en fait, que la personne ne va pas trouver ça trop intense que, mettons, à la 3e date, je t'annonce que j'ai commencé à te tricoter un chandail à torsade. Et là, la personne va faire comme « Wow! On se calme, ma belle! » Puis ça, je parle en général, parce que moi, mon chum, là, mettons, je pense que si, à notre 3e date, j'avais commencé à lui tricoter un chandail à torsade, il aurait été très content. Il n'y aurait pas eu un problème, voyez-vous? Fait que c'est quand même intéressant aussi parce que je pense que ça peut révéler certaines composantes d'une relation qui seraient destinées de toute façon à mourir. C'est ce qui m'amène à la dernière hypothèse en lien avec cette malédiction-là, qui veut que la malédiction du chandail d'amour ne soit pas une malédiction, mais bien un blessing. Donc, l'occasion rêvée de voir si on est fait ou non pour être avec la personne. Parce que quelqu'un qui réagit mal à un cadeau comme un chandail tricoté, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qu'on veut dans notre vie comme partenaire? Ça, c'est une question qui est bien intéressante. Puis je pense que notre partenaire soit pas 100% investi dans le tricot, c'est une chose. Ça se peut.
De la même manière que moi, mon chum, mettons, il aime les jeux vidéo, pas moi. Tu sais, puis je vais pas, oui, je suis contente qu'il aime ça. Je vais pas commencer à jouer juste pour lui. Tu sais, de la même manière que je pense que certains partenaires, des fois, vont pas être particulièrement investis dans l'activité de tricot. C'est une chose. C'en est une autre, cependant, d'être complètement indifférent, voire négatif par rapport à cette pratique. Et pour moi, je sais que pouvoir offrir des chandails tricotés à quelqu'un qui va être vraiment content de les recevoir, pour moi, c'est important. Donc, c'est pas juste que je suis chanceuse puis que je suis contente que mon chum aime ça, les cadeaux tricotés. Je pense que j'aurais de la misère à être avec quelqu'un qui me fait sentir quasiment too much ou trop intense d'autant aimer le tricot. Puis, si j'offre un chandail tricoté à mon chum, je veux qu'il se tire dans les murs. Je veux qu'il soit comme « mais à quel point je suis chanceux ». Moi, mon chum, il est vraiment comme ça. Probablement que ça vient révéler certains mécanisme de la relation. En fait, le tricot agit comme une espèce de négociateur entre les deux membres du couple qui peuvent ensuite révéler des problèmes qui dépassent finalement le simple don d'un chandail. Fait que ça, c'est bien intéressant aussi. Je vais conclure sur cette première malédiction, histoire, légende, superstition, en mentionnant qu'en fait, la malédiction du chandail d'amour prendrait fin lorsque on est marié. Bon, c'est un petit peu chrétien. On va se calmer les nerfs. Je pense que ça revient en fait à ce que j'expliquais avec les stades de la relation, donc qui sont importants à suivre lorsqu'on offre des cadeaux. Et finalement, tout simplement de parler avec la personne, donc de savoir qu'est-ce qu'elle aimerait, quelle couleur, quel genre de fibre, de choisir avec la personne. De s'assurer qu'elle est intéressée aussi, que c'est pas juste pour nous faire plaisir, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui peut aussi être une réalité. Donc, la personne sent qu'on est vraiment enthousiaste, puis là, ne veut pas nous décevoir, fait qu'il va faire semblant d'être intéressé. Et quoi de pire que d'offrir un cadeau qui va ensuite prendre la poussière dans le garde-robe. Donc, mes chers tricoteurs, tricoteuses qui m'écoutez, assurez-vous que le cadeau que vous allez faire va être aimé. La prochaine superstition que j'ai découverte en faisant mes recherches, c'est une superstition qui veut que l'on devrait toujours, volontairement, ajouter une erreur à nos projets de tricot. Quand j'ai lu ça, j'étais comme pardon. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que si vous avez écouté un peu mes autres vidéos, vous savez que je trouve ça important quand on tricote de laisser aller certaines composantes ou en tout cas de laisser aller la notion de perfectionnisme face aux objets que l'on tricote et à faire la part des choses, en fait, d'accepter qu'il y a certaines imperfections qui vont être là et que, en fait, c'est comme une manière de progresser. Puis c'est important de faire des erreurs même, c'est quelque chose que je défends. C'est basé sur la croyance que quand on fabrique un objet, là, ça dépasse un peu juste le tricot, mais que quand on fabrique un objet, on met dans cet objet une partie de notre âme, de notre être, et que c'est important de laisser une erreur pour pas, en fait, qu'on soit spirituellement prisonnier de cet objet. Je trouvais ça très intéressant. Par exemple, dans le tricot, ça pourrait être de laisser tomber une maille ou de volontairement twister une maille dans une diminution. Paraîtra pas. Mais c'est avec cette erreur-là qu'on s'assure qu'on va pouvoir rester libre. Je trouvais ça très, très intéressant. Donc, dans la culture navajo, souvent, les tisserands de tapis, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont laisser des imperfections le long des bandes, des bordures, sous la forme d'une ligne qu'on appelle la spirit line, donc la ligne ou le chemin spirituel. Donc, cette ligne spirituelle permettrait à une partie de l'esprit de l'artisan de s'en échapper en toute sécurité. C'est ce qu'on appelle l'art de l'imperfection volontaire, donc le fait de consciemment mettre une erreur dans son tricot. Je trouve que ça relâche un peu la pression de performer à tout prix, mais surtout la pression de faire un tricot qui serait parfait. Parce que qu'est-ce que ça veut dire après tout, faire un tricot parfait? Ça veut un peu rien dire. Et moi, la première, je pense pas pouvoir affirmer avoir déjà fait un tricot qui avait aucune erreur dedans. C'est aussi j'ai aussi trouvé, en fait, que dans certaines cultures au Japon, l'incorporation d'imperfections qui sont délibérées, c'est une composante complètement essentielle de l'art. C'est un concept esthétique qu'on connaît sous le nom de wabi-sabi, qui est le nom d'ailleurs d'une boutique de tricot à Ottawa. Et ce serait pratiqué depuis le 16e siècle. Les caractéristiques de cette esthétique, donc wabi-sabi, ce serait la symétrie, la simplicité, ainsi qu'une appréciation de l'intégrité ingénue des objets et de tous les processus naturels. Donc, on va le voir notamment dans certains styles de poterie, comme la céramique Agi, qui est originaire de la ville de Agi. Et les céramiques qui sont produites dans ce style-là présentent des formes légèrement asymétriques ou des couleurs qui s'en mettent en valeur un style qui est brut ou simple. Souvent, les bols à thé comportent des éclats ou des entailles à leur base. Une autre composante importante de cette superstition-là, donc qu'il
faudrait toujours laisser une erreur, c'est plus religieux. C'est basé en fait sur le fait que le seul être capable de perfection, ce serait Dieu lui-même et qu'il faut rester humble face à notre pratique et inclure des imperfections pour s'assurer de ne pas faire compétition à Dieu. Là, évidemment, on tombe dans des histoires plus religieuses et je veux pas, je fais juste vous relater qu'est-ce que j'ai lu. Je trouvais ça quand même intéressant de le réfléchir comme ça, mais aussi de penser à ce que ça peut vouloir dire, justement, d'inclure une erreur dans son tricot volontairement, à moins qu'on est sûr de tout le temps en faire. Mais moi, je vais vous avouer que maintenant, je vais un peu y penser. Je trouve que ça permet aussi de renforcer l'idée qu'il y a quelque chose de foncièrement beau dans les imperfections, puis que la force de l'artisanat, en fait, c'est de ne pas être une machine, c'est qu'on le fait avec nos mains. Évidemment, il va y avoir des petits défauts parfois de confection, mais que ces défauts-là font partie de l'histoire de l'objet qui devient un peu porteur du moment où on l'a créé. Donc, tous ces projets de débutants où vous trompez, que vous avez des petits problèmes que plus on avance, plus on est capable d'identifier, mais sont porteurs de vos débuts. Puis il y a quelque chose de beau de célébrer ces objets-là comme faisant partie, en fait, de votre narratif d'artisane. Donc, je trouvais ça important de rappeler cette composante-là qui est essentielle aux arts de la fibre. Puis j'ai trouvé ça vraiment cute, en fait, qu'il y ait une superstition en lien avec ça. Donc, volontairement, on ajouterait à nos tricots des erreurs. C'est quand même contre-intuitif. Autre superstition, tout aussi intéressante et drôle, c'est qu'on devrait jamais commencer un projet le vendredi. Donc, je sais pas si vous avez quelques occurrences en tête d'un moment où vous auriez commencé le vendredi, mais en fait, la légende raconte qu'on ne va jamais terminer les projets qu'on commence le vendredi. Bon, évidemment, moi-même, je le sais pas, là, j'ai jamais pensé à ça, mais je vais vous avouer qu'à partir de maintenant, je vais tout le temps remarquer ça. La superstition, en fait, prendrait racine probablement dans la christianité. Jésus a été crucifié un vendredi. Donc, il y a beaucoup de superstitions autour de cette journée-là qui sont enracinées dans la tradition du christianisme. On passe, par exemple, au vendredi 13, là, qui est bien porteur de malheur dans l'imaginaire collectif. Évidemment, il n'y a aucune preuve tangible comme quoi le vendredi porterait malchance plus qu'un autre jour. Je pense que le fait qu'on ait décidé que le vendredi est un jour de malchance ne veut absolument rien dire. Mais je vous invite quand même à porter attention la prochaine fois que vous lancez un projet le vendredi. Allez-vous le terminer? Vous nous direz ça dans les commentaires. Ensuite, j'ai lu que de tricoter nos cheveux dans un projet de tricot ferait en sorte que la personne à qui on offre le projet serait liée à nous d'une manière ésotérique, paranormale. C'est un peu un truc sorcière, là. Cette superstition-là, je la trouvais très intéressante parce que vous savez probablement que quand on a les cheveux le moindrement longs, on va tricoter le 3/4 de notre projet en cheveux, ce qui est... À chaque fois que, des fois, je tricote puis je m'attache les cheveux pour éviter ça parce que ça m'énerve un peu. C'est impossible à contourner. Il y a tout le temps une perruque dans toutes mes chandails. Mais en fait, ce serait presque positif parce que c'est aussi une des solutions qui est donnée à la malédiction du chandail d'amour parce qu'on dit que si on met nos cheveux dans le chandail, en fait, ça va empêcher la malédiction d'arriver puisqu'on va lier la personne à nous. J'étais genre, ben voyons, c'est bien intense. On va se calmer. Évidemment, il y a pas grand-chose à dire. Là. Je vous les partage. Vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Une autre que j'ai vue, c'est qu'on ne devrait jamais tricoter pour un nouveau-né avant sa naissance. Il y a beaucoup de tricoteurs et tricoteuses, paraîtrait-il, qui pensent que ce serait porteur de malchance. Bon, évidemment, moi, pour ma part, j'ai tricoté pour plusieurs bébés et tout s'est très bien passé. Donc là, je pense que vraiment, on exagère un peu là, avec cette superstition. Mais je suis tombée dessus à quelques reprises, donc je vous la partage. Autre superstition que j'ai vue, qu'on ne devrait jamais prêter nos aiguilles à tricoter à des amis, que ce serait en fait signe que la relation va se terminer, la relation d'amitié. Il y a aussi d'autres versions qui sont liées à d'autres artisanats qui disent qu'on ne devrait pas prêter de ciseaux ou de couteaux. Donc tout ce qui coupe, tout ce qui est un peu pointu, parce que ça va symboliquement briser la relation, couper la relation. C'est un petit peu premier degré comme métaphore, mais bon, je vous la partage parce que j'ai vu ça. Personnellement, j'ai déjà prêté des aiguilles à des amis et tout s'est bien passé. Ah, intéressant en fait, c'est qu'on ne devrait pas les donner nous-mêmes, mais la personne peut passer les chercher. C'est ça, il y a comme une petite nuance ici. La personne peut les prendre, mais on peut pas les donner. Encore, ça reste que je pense que c'est un peu exagéré. J'ai aussi vu que
dans le milieu du théâtre, ce serait mal vu, voire évité de tricoter sur scène. Donc, c'est arrivé des pièces, j'imagine, où le personnage doit tricoter sur scène, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Et ce serait une superstition, en fait, mais on sait que le théâtre et le cinéma, c'est des milieux qui sont très, très, très superstitieux. Donc, il y a 1 milliard d'affaires à éviter. Et ben, le tricot serait l'une d'entre elles, étonnamment. J'ai vu comme hypothèse, en fait, que ce serait parce que souvent, ils tricotent avec des aiguilles droites. Puis si vous avez fait des projets avec des aiguilles droites, c'est vraiment fréquent que les aiguilles tombent à terre. Fait que souvent, on va finir un rang, puis on lâche l'aiguille. Surtout si on est habitué de tricoter avec des aiguilles circulaires. Donc, on a comme le réflexe à la fin du rang de lâcher l'aiguille. Puis d'habitude, les aiguilles sont attachées, donc elles tombent pas. Mais dans le cas d'une aiguille droite, elle fout le camp par terre. Puis ce serait... Ben, évidemment, ça vient briser un peu l'ambiance. Faut reprendre la scène, blablabla. Fait que j'ai vu que ça pourrait venir de là, cette superstition. Aussi, important de mentionner que c'est une superstition qui est vraiment liée aux acteurs, actrices sur la scène et pas au public. Donc, si vous allez au théâtre ou dans un concert, vous n'allez pas porter malchance aux personnes sur scène si vous avez votre tricot. Moi, la première, j'ai tout le temps un tricot, peu importe où je vais. Et petit truc, je tricote toujours avec des aiguilles en bois quand je vais voir une production théâtrale, musicale ou autre, parce que les aiguilles en métal font du bruit. Puis si vous avez déjà été à l'orchestre, vous savez qu'un silence d'orchestre, c'est monastique. On ne veut surtout pas gosser tout le monde avec un... Tout le monde est comme... Fait évidemment, aiguille en bois, et dans les silences, j'arrête toujours de tricoter parce que je veux pas perturber l'ambiance de la place. D'autres superstitions qui sont dignes de mention, il y aurait la superstition il y aurait tout ce qui entoure, en fait, le syndrome du deuxième bas, de la deuxième mitaine, de la deuxième manche. Ça, c'est facile à expliquer. Quand on commence un projet, on est tout le temps tellement investi, puis tout l'aspect de nouveauté est vraiment important. Puis ce qui se passe, c'est que, on se tanne. On perd la nouveauté. Les papillons papillonnent ailleurs, comprenez-vous? Donc, ça fait qu'on est tanné, puis on veut plus le voir, le maudit projet. Puis quand on vient de finir un bas, on est comme, je viens de passer tout ce temps-là, puis là, il faut que je recommence. Non, merci. Fait que je pense que ça s'explique assez rationnellement, mais il y a certaines personnes qui pensent qu'il y aura un peu de magie là, derrière cet écœurant titre que nous avons après avoir tricoté un objet qui a besoin d'une paire. Fait que je trouvais ça bien intéressant, encore une fois. Autre superstition, c'est qu'on ne devrait jamais aller dormir en étant au milieu d'un rang, parce que ça porterait malchance, ça ferait qu'on ne finira pas le projet. Donc ça, c'est très important à garder en tête. N'allez jamais vous coucher sans avoir terminé votre rang. Et finalement, dernière superstition, c'est le fait que casser une aiguille pendant qu'on tricote un projet serait signe qu'il va nous arriver quelque chose de positif dans les prochains jours. Et que de laisser tomber une maille volontairement dans un projet serait une manière de jeter un sort à quelqu'un, donc le sort de notre choix, j'imagine. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a amusé. Je pense que si je poursuivais mes recherches, je pourrais vous faire une partie 2. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous a plu. Et laissez-moi un emoji de baguette magique si vous êtes resté jusqu'à la fin. Voilà, et surtout, dites-moi s'il y a une de ces superstitions que vous avez vous-même expérimenté. On veut connaître cette histoire. Je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!